Bien, bon, bah écoutez, bonjour et bienvenue pour ce numéro 14, ce 14e épisode de notre Meetup DevOps, qui est donc le 14. hashtag 13. Hein? Oui, d'accord. Oui, voilà. Donc, bon, a priori, ce sera le dernier de cette saison, comme j'ai annoncé là dans l'email que j'ai envoyé à tout le monde. Alors je rassure tout le monde, on va réattaquer en septembre, mais là, on fait une petite pause entre juillet et août. Et donc, on réattaquera en septembre. Donc, d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets entre-temps, pour qu'on puisse réattaquer Bille en tête au mois de septembre, bah, n'hésitez pas à nous les envoyer, à le partager sur le Slack pour qu'on puisse organiser tout ça pour la rentrée. Moi, je cherche Donc, un expert à DFS. S'il y en a un dans la salle, je suis toujours demandeur. Hein. d'accord. Bien. Bon, moi, je cherche une voiture. Il y a même- Putain, comment casser l'ambiance, quoi. Bien, et donc pour ce dernier meet-up, on a Jérôme qui va nous parler d'Identity Server. Donc, bah écoute, on va attaquer Bille en tête. Jérôme, je te passe la main. Tu peux prendre le contrôle de l'écran. Il est Ok, parti? merci. Non, je suis là. toujours. Voilà, vous voyez l'image avec Identity Server, O2, OpenID Connect et Identity Server. Impec. Ben, c'est ce qu'on va parler. Donc, Identity Server, c'est quoi? C'est un framework dans la version 4 qui a été fait en ASP.NET Core, qui se place au-dessus d'OpenID Connect, qui se place au-dessus d'O2. Alors, tout d'abord, on va parler d'authentification et d'autorisation. Alors, c'est quoi l'authentification? L'authentification, c'est s'assurer que la personne est bien ce qu'elle prétend être. L'autorisation, c'est l'ensemble des règles qui définissent ce que l'on a le droit de faire. Un exemple tout simple, vous vous faites arrêter par la police. La première chose qu'elle vous fait, c'est qu'elle vous demande votre carte d'identité pour savoir si c'est bien vous. Et elle vous demande après votre permis de conduire pour savoir si vous avez le droit de conduire une voiture. Alors l'authentification et l'autorisation vont de pair, donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors un use case pratique, c'est on a un utilisateur qui utilise un browser qui se connecte à une web API, une web app. La web app utilise une web API derrière. Le browser peut aussi utiliser une web API, à savoir que en utilisant des frameworks comme des frameworks JavaScript comme Angular, React, Blazor, pour faire plaisir à certains d'entre vous. Alors, il y a la Native App. La Native App, c'est une app qui se trouve sur un smartphone, sur une tablette. Et il y a une app serveur qui se connecte toutes les deux à une web API qui, après, peut se connecter à une web API. Ça, c'est l'architecture moderne qu'on trouve dans la plupart des applications. Ça, c'est l'application moderne avec les protocoles d'identification et d'autorisation. Donc, pour se connecter entre le browser et la web app, on utilise bien souvent WES Federation, SAML 2.0 ou OpenID Connect. Et pour connecter les API entre elles, on utilise OAuth2. Alors, c'est quoi OAuth2? OAuth2, c'est un protocole d'autorisation qui sert à accéder aux ressources du propriétaire des ressources en permettant à des applications clients d'accéder aux données de cette personne par le biais de services HTTP tels que Facebook, GitHub, Google, LinkedIn, Azure, et il y en a d'autres. Alors, à quoi sert OAuth2? Il permet le partage des ressources stockées sur un site en utilisant des crédentials, des tokens. Non, il utilise des tokens à la place du login et mot de passe.
habituellement utilisé pour se connecter. Alors, qu'est-ce qu'un token JWT? C'est une norme, c'est un standard qui est normé dans une RFC, c'est la 7519. Il est soit encodé, soit crypté. Et il contient 3 parties, une en tête. Donc, c'est le header qui est utilisé pour décrire le jeton. C'est bien souvent un objet JSON. Il y a un payload qui représente les informations embarquées dans le jeton. C'est aussi un objet JSON et il y a une signature numérique. Mais la signature, justement, ça ne veut pas dire que le token est secure, mais ça veut juste dire que on est sûr que on est sûr d'où vient le token. Donc, on est sûr que c'est Google ou c'est Facebook. Alors, les 3 parties sont encodées en base 64 et sont concaténées avec un point. Et le token JWT transite en HTTPS, c'est important. Alors, les principaux tokens utilisés avec O2, il y a essentiellement l'access token. C'est le token qui permet de valider une autorisation. Donc, un accès à un service sécurisé avec une durée de vie limitée. Contrairement au refresh token, qui est le token qui permet de demander la création d'un nouvel accès au token. Donc, quand l'access token n'a plus sa durée de validité, on envoie le refresh token pour refaire un access token. Et à ce moment-là, on est sûr d'avoir une connexion permanente avec les différentes ressources. Alors, OAuth est basé sur l'échange entre 3 acteurs, qui est le ressource owner, c'est l'utilisateur propriétaire des données stockées. Il y a aussi un client qui est l'application ou le service tierce qui demande l'accès à la ressource au nom de son propriétaire. L'Authorization Server qui délivre les droits d'accès protégés au client après l'avoir authentifié. Et le ressource serveur, c'est là où se trouvent les fameuses données. Alors, O2, de quoi on a besoin pour qu'O2 fonctionne? On a besoin d'un client ID qui est un identifiant unique pour une application. Bien souvent, c'est un GUID. Et on a un secret qui est une chaîne de caractères qui est connue du client et du serveur et qui permet de vérifier que le token qui a été envoyé provient bien du bon provider. Là, juste un truc là. Oui. Quand tu parles de serveur et de client, là, dans ce cas-là, c'est le client, c'est l'application cliente et le serveur, c'est le serveur de Web API ou c'est le serveur d'autorisation ou c'est le serveur de ressources? C'est l'autorisation serveur et le ressource serveur. C'est ces deux-là qui vont communiquer ensuite. Mais on le verra par la suite, d'accord. Oui. Alors, on a plusieurs types d'authentification. On a l'autorisation implicite, qui est une autorisation basée sur le code, mais qui est simplifiée, donc moins sécurisée. On peut utiliser les identifiants, donc un login mot de passe qui sont envoyés au client et ensuite au serveur d'autorisation, généralement utilisé pour du machine to machine. Alors on a le PKCE qui est utilisé essentiellement pour les mobiles, pour la communication entre mobile et Web API. Et on a l'Authorization Code. Alors, quand est-ce que c'est utilisé l'Authorization Code? Il doit être utilisé dès que possible, et tout particulièrement quand le client est un serveur web. Ça permet d'obtenir un token d'accès de longue durée qui pourrait être renouvelé via un token de renouvellement.
si le serveur d'autorisation le permet. En gros, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'autorisation token et le refresh token. Alors ici, on voit le graphe en fait. Le user utilise un client pour se connecter. Après, le client demande si on est authentifié. Il renvoie une requête 302 vers une URL pour autoriser le client à accéder aux ressources serveurs. Après, on est redirigé dans la flèche du dessous avec un get. On demande si on est approuvé. Oui, on est approuve. Après, on renvoie un code. C'est là le code qui est de durée très courte via 302. Puis, on envoie ce code au client. Le client l'envoie à l'Authorization Server et l'Authorization Server dit oui. Oui, OK, c'est moi qui ai bien envoyé ce code. Et en retour, on a un access token. Et avec l'access token, après, on peut appeler le ressource serveur. Le ressource serveur valide l'access token auprès de l'Authorization Server. Et après, il renvoie ses données. Donc, il renvoie la réponse de 100 avec les données incluses dedans. Alors, c'est quoi OAuth 2? C'est pas de l'authentification, c'est pas de l'autorisation. C'est un protocole de délégation d'accès. Alors, on introduit la notion de scope, par exemple, de scope sur les ressources. On peut dire, cet utilisateur, il a le droit de read, de write, mais il a aussi le droit d'accéder aux données de facturation. Et alors, on établit une ressource entre les 4 acteurs, donc entre le ressource owner, le client, l'Authorization Server et le ressource serveur. Alors la confiance, on en parle. Entre le ressource owner et l'Authorization Server, il y a une gestion de l'authentification qui est faite auprès de l'Authorization Server. Donc à ce niveau-là, on peut dire qu'on a une confiance entre les deux. Entre l'Authorization Server et le client, on a les credentials, qui est le client ID et le secret, qui permet entre les deux d'avoir une confiance. Et puis, entre le client et les ressources serveur, la confiance, c'est l'access token. Et entre le ressource serveur et l'Authorization Server, c'est aussi l'access token. Est-ce que je suis clair? N'hésitez pas à poser des questions si toutefois vous en avez. On va peut-être voir un cas concret là, non? Presque. C'est plus de la théorie ici. J'ai pas prévu de cas concret. D'accord. Alors concrètement, comment ça se présente? On a un enregistrement sur chaque site. Mais c'est fastidieux parce qu'il y a des mots de passe différents. Enfin, pour bien faire, pour sécuriser son login et mot de passe, il faut un mot de passe différent. Il faut un username, il faut entrer une adresse, un email sur des sites. L'idée, c'est de centraliser la connexion au niveau d'un identity provider qui est soit Facebook, Google, Twitter ou LinkedIn. Et c'est pour cette raison que les identity providers ont vu le jour. Alors, il y a un problème, c'est que OAuth norme l'interaction pour accéder aux données, mais pas l'API, mais l'API n'est pas normé. Donc, vous voyez que pour Facebook, on utilise Dialog OAuth. Pour Google, OAuth V2 O et autres. Donc, il n'y a rien de commun entre ces différents identity providers. Et c'est là qu'entre en jeu OpenID Connect. OpenID Connect, c'est une couche d'identité au-dessus de OAuth 2. Donc, ça décrit un contrat au format JSON sur le déroulement des différentes séquences OAuth 2. Alors, on a des scopes qui sont prédéfinis dans OpenID Connect.
on a OpenID qui permet de demander une identification. On a Profile qui demande les données de l'utilisateur. Email qui demande l'email au serveur. Et on a aussi l'Access Token et l'ID Token. L'Access Token pour pouvoir permettre la communication entre l'Authorization Server et le ressource serveur. Et alors l'ID token qui permet de récupérer l'identité de l'utilisateur. Et c'est ça le plus qu'apporte OpenID Connect. Alors, on voit ici que les authorisations servent. On voit ici la description du fichier de configuration pour OpenID Connect. Alors, on va parcourir quelques points parce que c'est plutôt fastidieux si on les énumère tous. On a Authorization Server qui permet de récupérer le jeton. On a le token endpoint qui est utilisé pour infléchir le token d'authentification. On a User Info Endpoint qui est utilisé pour récupérer les données de l'utilisateur. On a JWKSURI qui permet de récupérer les certificats publics qui ont servi à générer la signature du fameux token. Alors, on en a d'autres. On a le Response Type Support, on a le End Session Endpoint, on a le Logout Endpoint, on a aussi les scopes qui sont supportés par l'Identity Server. Alors, si on fait une comparaison entre OAuth et OpenID Connect, ben, la voilà. OAuth, ça permet de dire, tiens, une personne a l'autorisation, a une permission plutôt, donc a un droit allow denied, tandis que OpenID Connect, c'est l'authentification, oui, donc ça permet de savoir qui vous êtes. Alors, OAuth est normé dans une RFC, tandis que OpenID Connect est un standard qui est décrit sur le site openid.net. Alors, on a l'introduction de l'Access Token, tandis qu'on a l'ID Token avec OpenID Connect. Alors, on a plusieurs implémentations qui sont possibles avec OpenID Connect. Donc, pour à peu près chaque langage de programmation, il y en a pour JavaScript, il y en a pour Angular, il y en a pour PHP, il y en a pour ASP.NET Framework. Il y a aussi une implémentation d'OpenID Connect et Identity Server, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une implémentation d'OpenID Connect qui OpenID Connect et de O2 pour ASP.NET Core dans sa version 4. Alors, Identity Server, c'est juste une liste de packages NuGet. Donc, on est ici les plus importants. Identity Server 4, Identity Server 4.Entity Framework, qui permet de stocker tout ce que Identity Server a besoin auprès d'une base de données, que ce soit SQL, Postgre ou MySQL. Et on a Identity Server 4.ASP.NET Identity. Ça, c'est pour gérer tout ce qui est identification. Alors, qu'est-ce que c'est Identity Server? Ben, ça implémente O2. Ça permet de gérer la sauvegarde des tokens et des données utilisateurs. Ben, je l'ai dit, sur SQL Server, PHP, Postgre, mais aussi sur une base de données de type NoSQL ou Redis. Ça gère le flux de l'utilisateur, donc tout ce qui est login, register, perte de mot de passe, confirmation d'email, double facteur d'authentification, et j'en oublie certainement, mais aussi la connexion sur des identity servers comme ceux que j'ai cités tout à l'heure. Donc ça peut être
Facebook, Google, ça peut être aussi Azure, ça peut être votre propre, ça peut être un serveur d'entreprise. Il y a une gestion unique des claims. Alors, moi, j'ai Oui. juste une question. Oui. Bon, moi, je vois par rapport à, j'allais dire, une application traditionnelle qui veut s'identifier avec, je sais pas, avec, là, tu citais Facebook, Google, etc. Donc, moi, le principe, c'est j'ai mon application web. L'utilisateur, il va sur mon application web. Je lui demande de s'identifier. Donc à ce moment-là, j'appelle une page d'identification chez Google, dans lequel je lui passe l'ID de mon application. Il s'identifie à ce moment-là, il s'identifie sur le site de Google. Directement, oui. Et après, Google fait un get sur ma page de callback où il me passe le hôte. Et donc, du coup, je peux récupérer le hôte dans mon application. Oui, il te passe l'access token et avec l'access token, tu peux interroger voilà. des ressources de Google ou des autres sources. Voilà. Donc, le principe est à peu près le même avec Identity Server. Oui. Donc, oui. Alors moi j'avais juste une question. Et juste une remarque par rapport à ça. Identity Server, c'est vraiment un fédérateur d'identité. C'est une façade de plein de providers d'identité. Ouais. Du coup, tu implémentes un standard de communication qui est basé sur OpenID Connect pour faire l'authentification et les flux dont tu viens de décrire. Mais derrière, tu peux avoir plein de fournisseurs différents d'identité. Ça peut être AD, ADFS, des systèmes propriétaires, même ta propre base de données, Google, Facebook, Twitter, etc. Oui, ça normalise l'utilisation des tokens, des tokens hautes. Ouais. Mais la question que je me pose, c'est imaginons que ce soit un serveur qui ait besoin de s'identifier auprès d'un identity server. Est-ce que la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il fait? Parce qu'il ne va pas faire apparaître le serveur, il ne va pas faire apparaître une page web. Non, tu as un flow dédié à ça, en fait. Pardon? Il y a des API pour ça. Il y a des API qui sont... Oui, mais il y a des flows qui sont bien spécifiques pour des use cases qui sont définis. D'accord. Le flow, c'est le mode d'authentification que tu vas choisir. Il y en a certains qui sont très orientés web, tu en as d'autres qui sont orientés client natif, et tu en as d'autres qui sont orientés API ou serveur. Ouais. D'accord. C'est les 4 principaux que j'ai décrits ici. D'accord, mais comme tu es allé vite, moi j'ai pas compris. Moi. Je suis un peu bête, hein. Faut y aller doucement avec moi. Il y a un truc qui est surtout intéressant sur Identity Server, hein, c'est ça peut nous permettre, et d'une, pour faire plaisir à Denis, de remplacer un ADFS par exemple, et de deux, ça peut permettre justement de mettre en place un SSO en entreprise, ce qui peut être très pratique. J'allais en parler justement, j'allais y venir. Vas-y, continue. Donc un SSO, c'est quoi? C'est dans une entreprise, vous avez plusieurs sites et vous avez une seule implémentation de l'authentification. Et vous partagez l'authentification entre les différentes applications via les scopes. Et alors, on arrive à mon dernier slide, c'est les ressources que j'ai trouvées et que moi je trouve intéressantes et que je désire partager avec vous. Donc moi j'avais une question pour en parler d'ADFS. Donc ça sert à remplacer, ça pourrait remplacer complètement un serveur ADFS alors. Tu as même une extension justement pour se connecter à un Active Directory. Donc tu peux imaginer le remplacer. Ça. Et tu peux t'en servir aussi comme frontal d'un ADFS. Ouais. Ah oui, okay. Ouais, c'est un fédérateur, hein, c'est une façade
enfin, j'ai pas les noms des personnes parce que je suis connecté à mode web, donc je sais pas qui vient de parler. Mais ouais, c'est une façade de gestion, enfin, de fédérateur d'identité. Donc tu peux avoir plein de fournisseurs d'identité derrière, mais tout est recensé par l'identity server. Et côté utilisation, on a accès, donc on parlait JWT, OAuth, OpenID, on les a accès à tous, ou bien on doit définir lors de la configuration d'Identity Server lequel on veut utiliser? Non, tu as accès à tous. Et on peut Tu as changer accès à l'un à l'autre. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, suivant le flow que tu détermines, tu utilises soit OAuth pour soit OAuth ou OAuth plus ID Connect ou juste ID Connect. Ouais. Il ne faut pas se faire piéger en choisissant les flows parce que tous les endpoints ne sont pas disponibles en fonction des flows. Ça, c'est un peu le risque sur un retour d'expérience. Donc, il faut faire gaffe aux tokens que vous voulez récupérer parce que les refresh tokens, access tokens, les token ID, tout ça, ça marche pas pour tous. Dépend en fonction du flow. Là, il y a un flow qui commence à être beaucoup utilisé, c'est le device login. Et il est géré par Identity Server. Oui, c'est le PKCE. PKCE. Ouais. Maintenant, moi, j'ai une question pratique, bête et méchante, je vais dire. Nous, souvent, ce qu'on fait pour l'instant, quand on doit s'authentifier sur nos serveurs à nous pour aller chercher des données, on crée bêtement un token JWT. C'est 10 lignes de code sur le serveur. On a une bête méthode d'authentification. On lui donne un paramètre pour dire qui on est, et puis on reçoit un token et on l'utilise. Et entre guillemets, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on aurait comme avantage d'utiliser Identity Server? Tu détermines ton authentification une fois. Donc, une fois les pages, tu décris une fois les pages de connexion, une fois les pages de changement de mot de passe et enregistrement, et tu utilises ce serveur-là pour générer le token. Et après, le token est passé à ton application. Oui, mais ça, c'est déjà ce que je fais avec le JWT. Je veux dire, je reçois un token et puis je l'utilise ce token, donc on ferait la même chose avec Identity Server. Oui, Identity Server en mode du JWT, c'est la même chose. Sauf que c'est ça. Dépendant d'un provider d'identité donnée. Tu fais l'abstraction. En gros, tu sais pas comment l'authentification se fait derrière. Tu te connectes à une façade d'authentification et point barre. Après, derrière, tu peux avoir ton système d'authentification propriétaire, Google, Facebook, ta propre base de données, ADFS. Oui, c'est ça. On a d'autres manières de se connecter, mais si je fais uniquement, comme je fais moi, du JWT de bout en bout, ça n'apporte rien de plus. Ça apporterait si je veux utiliser d'autres systèmes ou me connecter à d'autres providers. Alors. Ouais, sauf que même si tu connectes à d'autres providers, la réponse que toi tu auras sera du JWT aussi. Ouais, c'est ça. Ce sera tout le temps. Ton application, tu la touches pas si tu changes ton provider d'identité. Il y a quand même un petit avantage pour JWT, moi je trouve, avec Identity, c'est que à défaut, il est quand même paramétré pour gérer tout seul les notions de renouvellement et de durée de vie du token. C'est assez sympa. Ouais. Qu'on a beaucoup de mal à faire manuellement. C'est-à-dire renouvellement, il a d'office des méthodes ou des API pour lancer le renouvellement, c'est ça que tu veux dire? Et il te fournit le token refresh pour demander le renouvellement. Puis il te fournit la période, tu peux gérer la période de durée de vie du token, et ainsi de suite. Ouais. Ok, vraiment c'est sympa. Et alors, Identity Server, qu'est-ce qui derrière, c'est quelque chose qui est payant, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est de l'open source. Qui est derrière. Pardon? C'est Dieu qui est derrière. C'est un ancien MVP Workflow Foundation qui est derrière. D'accord. Ouais. C'est un projet open source alors ça, c'est ça? Ouais. L'interface d'administration, elle est payante sur Identity Server 4, mais elle n'est pas obligatoire. Mais payante, c'est si on utilise le service entre guillemets dans le cloud, enfin sur leur serveur à eux. Si on installe tout en interne. Non, en fait, un projet qui t'implémente tous les écrans d'administration pour le faire en mode, on va dire, facile avec un écran. Ouais. Ça, c'est une solution payante. Ah oui, ok. Et si tu prends le produit par défaut, sans les interfaces d'administration, c'est gratuit, c'est open source. Et pour un mode de prod, c'est quoi l'architecture qu'il faut pour Identity Server? Il faut plusieurs serveurs, plusieurs bases de données, combien ça coûte? Ça dépend de ton provider.
si tu reposes que sur du Google, Facebook, ADFS, etc., là, il faudra Google, Facebook, etc., tu peux pas les redonder, ça. Si tu as ton ADFS, il faut avoir une archi redondante là-dessus. Si tu as ton propre SQL ou autre système de base de données pour persister les identités, il faut redonder tout ça. Donc, tu n'as pas un coût maîtrisé aujourd'hui. Ça dépendra beaucoup de ton mécanisme d'authentification. Ouais, mais par contre, pour la gestion des coûts, ce qui est bon à savoir, c'est que quand tu mets en place ton application, il faut se rappeler que c'est ta propre application déjà, dans laquelle tu mets les librairies d'identity server. Donc, tu es libre de ce sur quoi tu la déploies. C'est déjà fait pour pouvoir avoir plusieurs instances. Donc, tu peux très bien le mettre sur du Azure ou le mettre sur du Kubernetes sans problème. Ouais. Ça, c'est sympa, c'est un truc vraiment à vraiment comprendre. Et puis, comme ça a été dit dans la présentation, tu as une quantité incroyable de solutions pour persister tes données entre du Redis, du SQL Server. C'est juste impressionnant. Et t'as pas à rajouter, comme font certaines applications, beaucoup de serveurs. Un seul serveur, ça encaisse déjà pas mal la charge. Je trouve ça assez sympa. Ok. Non, moi, je trouve ça bien. Tu votes pour. Je vote pour. Surtout ayant travaillé avec ADFS depuis 3 semaines maintenant, je vote pour. Moi, je rajouterai un petit argument. C'est une session qui va très bien dans la continuation de la réunion qui a eu la semaine dernière, puisque quand on parle RGPD, on parle Secure by Design. C'est vraiment fait pour être Secure by Design. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et c'est hyper important de séparer la gestion de l'identité d'une application, surtout. De la centraliser pour pas avoir cette brique-là dans toutes les applications. Ah ouais, les compléments déportés, elle est à l'extérieur. C'est un service de sécurité d'identité, de fédération d'identité, en dehors de l'application. Et dans tous les cas, qu'on utilise Identity Server ou d'autres mécanismes, ça devrait être la norme maintenant quand on développe des applications. Il ne faut plus que les écrans de login, on n'a plus à écrire des écrans de login maintenant. Il faut refuser. Ouais, Ok. Bon, écoutez, ce fut court mais bon, comme dirait. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Merci Jérôme pour cette présentation. Pour une fois, on est vraiment en avance puisqu'il est 17h40. Je ne sais pas si vous avez d'autres sujets open bar à discuter sur ce qui s'est passé par exemple cette semaine ou sur les retours des news qui ont apparu cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Tu parles de quelle news? Ah non, mais je ne parle pas d'une news en particulier. Non, bon, écoutez, ce que je vous propose, si vous n'avez rien à dire, donc on va s'arrêter là. Il y a Angular 10 qui est sorti, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Ça Et Richard, il n'en parle pas. Ouais, ça m'étonne aussi, qu'Angular 10 soit sorti, il n'a rien dit. Non, mais bon. T'es fâché avec Angular? Non, je ne suis pas fâché avec Angular, ça doit faire au moins 3 ou 4 mois que j'y ai pas touché. Donc, tu vois, il a dû sauter 3 versions? Oui, c'est à peu près ça. Oui. Moi, je comptais sur toi pour nous dire ce qu'il y avait de nouveau, ce qui était chouette ou pas. Mais... non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai pas eu le temps. Ça, tu vois, c'est l'effet des gens qui t'ont tellement bien vendu Blazor que maintenant, tu vas abandonner Angular. Non, pour l'instant, je fais du WPF. Alors, j'ai 2 clients et les 2 clients, ils font du WPF. Donc, Et il y en a un, justement, où c'est pour ça que ce sujet sur Identity Server m'intéressait fortement, parce que on a une application WPF, et il y a un qui est installé chez... Donc, on a une application WPF plus un serveur qui est installé chez les clients. Et il y a un des clients qui a dit non, au niveau identification, on veut utiliser notre identification Identity Server. Donc, plutôt que votre identification propriétaire. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. Donc, d'où ma question tout à l'heure, savoir que si j'ai 2 serveurs qui veulent, le serveur et le serveur, l'identity server qui veulent discuter ensemble, comment ça se passe. Donc, j'ai eu ma réponse avec des flows qui devraient exister.
à l'heure, j'ai posé la question pour les coûts parce que ça m'est arrivé des fois on me demandait qu'est-ce qui est mieux, enfin qu'est-ce qui est moins cher en termes de coûts entre Identity Server où il faut qu'on gère l'infrastructure, il y a le run aussi à gérer, donc il y a quand même des gens qui doivent surveiller et monitorer la plateforme. Je ne parle même pas des backups, restore, des SLA à maintenir, et des outils et des systèmes managés comme Azure AD B2C qui eux en fait on paye à l'utilisation. Ouais, par contre, AD B2C va pas aussi loin qu'Identity Server. Ouais. B2C, Oui, tout à fait, mais les deux sont suivant certains scénarios, ils peuvent être comparables, les coûts ne se calculent pas de la même façon et c'est important aussi de savoir combien ça coûte, combien les deux plateformes coûtent, comment on va les utiliser avant de faire pour faire les bons choix. Ça c'est clair, ouais, c'est clair. Puis le temps à découvrir la plateforme aussi, parce que jouer à DFS, par exemple, le mettre en place, le découvrir, c'est quand même vachement compliqué. Hein. Un DFS, c'est compliqué, oui. Et en Identity Server, ceux qui l'ont déjà installé, c'est quoi? Ça prend longtemps ou c'est facile à mettre juste pour que ça tourne, quoi? Je trouve ça simple, moi, quand tu suis le site. Après, je ne sais pas les avis des autres. Bah, moi, j'avais installé c'était il y a quelques années, j'avais mis une 3, alors c'était galère, j'avais pas d'interface. J'avais un petit peu galéré avec le code de démo et comment le mettre en prod, parce qu'il y avait beaucoup de versions de hook pour avoir une première version qui marche et avoir non, une fois que c'est configuré, ça marche plutôt bien. Mais après, pareil, il faut mettre en place tes propres backups, tes propres procédures, savoir quel SLA tu veux. Et donc après, il faut construire ton infra au-dessus, ce que tu n'as pas avec tes services managers, puisque tu payes le SLA. Ouais. Le produit, ouais, il est installable relativement facilement. Après, pour moi, ce qui a pris le plus de temps, c'est comprendre les flows et les endpoints et les types de tokens accessibles et disponibles en fonction de chaque flow. Ça prend. Si on veut tester ou commencer un projet, il y a une version Identity Server hébergée, non? On n'est pas obligé de l'installer. On peut directement louer ou peut-être un espace gratuit, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a un site de démo. Sur lequel on peut se connecter alors. Il n'y a pas une image Docker qui traîne? Ouais, il me semble qu'il y a des images Docker. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a un site démo où justement il est configuré plusieurs applications pour que tu puisses jouer et puis tu fais client de l'application, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, il faut bien choisir le bon flow, quoi. C'est pas forcément la chose la plus compréhensible. Non, c'est vraiment. Enfin, il faut prendre du temps. Hein. C'est souvent on finit par devoir lire l'aspect d'OpenID Connect pour bien comprendre. Et l'aspect d'OpenID Connect, c'est comme des RFP. C'est super cool, quoi. Mais le meilleur moyen de comprendre les flows, c'est de prendre Postman et puis de faire le flow à la main pour bien comprendre ce qui échange pour être sûr d'avoir compris le flow. Parce que ça peut vite devenir obscur, un flow. Ouais. On a beau avoir des diagrammes comme tu as mis dans le PowerPoint, mais tant que tu ne l'as pas expérimenté à la main pour être sûr de savoir ce qui est échangé, tu n'as pas encore vraiment compris le flow. Juste un truc, là, une clarification. Identity Server, c'est bien l'implémentation d'OpenID. C'est un produit qui implémente OpenID Connect. Voilà, donc quand vous parlez de flow, etc., tout ça, on le retrouve dans OpenID. C'est ça, ouais. Donc, si moi je pense toujours je suis complètement égoïste, hein, je pense toujours à mon client. Donc, si lui il utilise un serveur qui n'est pas Identity Server, mais une implémentation type Java, parce que je suppose que sur Java il y a des implémentations OpenID qui doivent exister, je dois pouvoir comprendre en regardant la doc d'Identity Server en me disant de toute façon c'est la même chose parce que c'est de l'OpenID. Ouais, il faut voir jusqu'où va l'implémentation OpenID Connect. Parce que par exemple, MSD qui a des B2C, c'est de l'OpenID, mais ouais, c'est juste 10%, un petit pourcentage de l'OpenID Connect. D'accord. Après, il faut que tu choisisses ton bon flow en fonction du type de client. Ouais. Et là où ça peut devenir compliqué après, c'est les refresh tokens et bien les cacher dans tes API pour pas te poser la question chaque fois que tu fais un API, est-ce que mon token est rafraîchi? Microsoft a une bibliothèque là-dessus, autour de l'identité pour le faire. Ouais. Mais il faut bien le prendre en compte dès le départ parce que sinon on croit que ça marche jusqu'au moment où le token, quand on dev, on ne se rend pas compte, mais le token, quand il expire en prod, parce qu'on a oublié de faire l'appel au refresh, parce que ça marche en dev. Puis faire du debug là-dessus, c'est pas simple. Mais justement, moi, ce que je trouve sympa dans l'implémentation de base, c'est qu'elle est faite pour fonctionner en mémoire.
Donc justement, ça permet de se rendre compte des disparitions de tokens et autres, de ce qui se passe. Et je trouve ça sympa. L'idée de base Ça est pas m'a permis de mal. voir plein d'erreurs. Ouais. Quand j'ai joué sur la 3, oui. Mais faut savoir que derrière Dominique Bayer, il a un gros historique, parce qu'il avait fait aussi beaucoup de choses pour l'authentification sous WCF et Workflow Foundation, partie service. Donc à l'époque, on avait pas mal échangé, parce qu'il avait beaucoup souffert justement là-dessus. Et le truc, il est blindé maintenant. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Oui, puis en plus, j'ai regardé là sur le GitHub, il y a du monde quand même qui est derrière. Il est pas tout seul. Il y a du beau monde. Ouais. Et c'est jouable de l'utiliser sans l'interface payante? Oui, tu peux, ouais. Ouais. Après, pour la migrer, il faut que tu passes par de l'API ou par les cas ou autre, mais tu n'es pas obligé d'avoir l'interface payante. Sachant qu'il y a déjà une interface de base quand tu prends les exemples. D'accord. Parce que moi j'avais joué avec la 3, il y avait 0 interface, j'étais obligé d'aller à la main dans la base. Ouais. Donc j'ai entendu, il y a des API, on pourrait faire il y a une sorte de CLI ou des API qui permettraient de piloter la. Ouais, ça existait déjà dans le 3 aussi. Ah, je les ai pas vus alors. J'avais pas vu ça dans la 3, moi. J'ai pas passé par ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'intégration de la CLI qu'il a fait. Il y a pas mal de petites commandes où tu peux créer des projets d'exemple, tu peux faire ton projet client, ainsi de suite. En quelques commandes, c'est très rapide. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et écoutez, on vous souhaite des bonnes vacances, puisqu'on est le 1er juillet. On va essayer de se retrouver au mois de septembre. Profitez bien de ces vacances, partez où vous pouvez. Ça va pas forcément être évident. Et puis, rendez-vous au mois de septembre. Ciao tout le monde. Merci bien. Salut. À bientôt. Ciao. Bonnes vacances. À plus.